une question a été posée pour savoir pourquoi la SNCF a commencé à démolir les bâtiments de logement. Ouais. Alors pourquoi ils ont commencé à démolir les bâtiments? C'est surtout au niveau des impôts, hein, puisqu'ils payent des impôts sur le bâti, et c'est pas que sur Nevers, hein, c'est au niveau national. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des associations avec des locomotives qui ont des soucis actuellement, puisqu'ils vont être délogés des endroits, des emprises SNCF, hein, dans le même cadre que ça en fait. Est-ce que les bâtiments de logement étaient encore utilisés? Oui, absolument, ouais. Alors sur Nevers, non. Enfin, les bâtiments de logement, qu'est-ce que vous entendez par bâtiments de logement? Il y avait deux bâtiments d'après les plans d'origine, c'était oui. Pour les agents en résidence oui. Et un autre pour les agents de passage. Donc le bâtiment pour les agents hors résidence, donc les conducteurs de train, il vient d'être démoli, celui-là. Hein. Mais bon, il n'était plus utilisé depuis déjà de nombreuses années, puisque maintenant les couchages se font dans les hôtels en ville à Nevers, quoi. Par contre, le bâtiment qu'on voit entre les deux rotondes sur cette photo-là, lui, il existe toujours. Hein. C'est le bâtiment des vestiaires, donc des sédentaires. À côté des ateliers. Non, le bâtiment qui est le long de la route. Au milieu des rotondes. Celui-là, il existe toujours. Et c'est celui le bâtiment d'après, plus loin, qui a été démoli. Celui dont on parle, voilà, c'est celui qui était après, à gauche. On le revoit là. Celui qui a été démoli, il est le long de... Complètement sur la gauche. Voilà, il est à gauche, le long du parc Rayonnant, là, au bord de la route. Plus à gauche, complètement long. Encore à gauche. Voilà, celui-là. Voilà celui-là. C'est celui-là qui vient d'être démoli. C'était à l'origine pour les agents de passage. C'était pour les roulants. Oui, l'ancien centre d'apprentissage, oui, absolument. Ouais. Et puis la pile de tarage. Oui, c'est ça. Et puis normalement l'année prochaine, c'est donc la rotonde. C'est prévu comme ça. Alors maintenant c'est bloqué, mais bon. Oui, c'est bloqué pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ouais. Oui, alors j'ai une question parce que j'habite rue de la Rotonde et à Nevers, mais c'est pas cette rotonde-là. Il y a une fois j'ai eu une interrogation parce que j'ai vu que la SNCF commençait à construire des hangars bien moins esthétiques que cela, et j'ai été voir à l'urbanisme et on m'a dit qu'en fait il y a une zone de non-droit où tout ce qui a trait au train, ils peuvent construire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et l'architecture qu'ils veulent. Alors j'aimerais, si quelqu'un a une explication là-dessus. Moi, l'urbanisme m'a dit ils n'ont pas besoin de permis de construire ni de démolir dans la zone de l'emprise de la gare. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Moi, je pense que c'est plus réglementé que ça. Hein. Ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. Sans permis de construire, ça me paraît difficile. Hein. Peut-être lorsque c'est à l'intérieur d'une emprise qui ne donne pas sur la voie publique, il y a peut-être quelque chose comme cela. Parce que dans un certain temps, là, on est en train de médire la SNCF et ses politiques destructrices, mais de notre côté, il ne faut pas perdre de vue que, notamment pour les bâtiments voyageurs, la SNCF a une politique de restauration, de remise en état, qui est très appréciée du grand public. Moi, je pense aux grandes gares parisiennes comme Saint-Lazare ou bientôt Austerlitz, enfin, où l'agence constructeur de la SNCF est très conscient des gens qui apprécient. C'est justement ce patrimoine industriel, ce patrimoine fonctionnel qui n'est pas fréquenté par le public, qui est plus menacé. Et c'est pour ça le cas de Marseille, où c'est effectivement la SNCF qui a restauré la rotonde, même d'une manière peu satisfaisante en fait, mais ça c'est un précédent qui est quand même intéressant, parce que l'une des questions posées par des pétitionnaires, c'est pourquoi la SNCF ne profite pas de ces occasions de développement immobilier, de promotion, pour redorer son image auprès du public. Hein. Ils ont les moyens, ils ont les compétences, hein, donc... Ça y est, l'idée vient de me revenir. En fait, il y a des obligations de permis de construire, mais il n'y a pas d'obligation de suivre les règles d'urbanisme, voilà, de recul, de retrait, d'esthétique à l'intérieur de l'emprise. Donc il y a bien une nécessité de permis, mais là ça vient de me revenir en tête, mais il n'y a pas l'obligation de suivre le règlement d'urbanisme. Il n'y a pas de règlement d'urbanisme dans cette zone-là, à l'intérieur du périmètre SNCF.
Sur Nevers, en tout cas. Alors, pour avoir trempé un peu dans la construction de l'atelier terre justement du dépôt de Nevers, donc le nouveau bâtiment qui s'est construit un peu en amont, donc au sud-est de la rotonde, effectivement, on avait un permis de construire. Donc ça, c'est le fait. Par contre, au niveau de l'urbanisme, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y avait pas mal de contraintes à juste titre. Hein. C'était les rejets de poussière, le bruit, voilà, toutes les émanations qu'il peut y avoir. Donc on avait tout un tas d'impératifs, ce qui est tout à fait normal aussi. Par contre, vis-à-vis de l'urbanisme, non, effectivement, quoi. Mis à part la taille maximum de toiture, on n'avait pas de contraintes. Ouais, moi je veux bien dire un mot. Hein. Je suis pas un défenseur de la SNCF lambda, si je puis dire. Hein. Je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu logique avec nous-mêmes. Hein. On ne peut pas, à travers nos élus et les lois qu'on édicte, casser la SNCF telle qu'elle existait en entreprise historique publique, en faire DSA. On m'a coupé le micro, non ? À qui on oblige un certain nombre de règles économiques, et donc dire la SNCF elle doit gagner de l'argent, et d'ailleurs c'est tellement nul la SNCF qu'on va la casser puis qu'on va mettre d'autres entreprises à qui on donne encore plus d'argent d'ailleurs hein, pour faire le même travail. Et puis donc ces objectifs économiques, et dans le même temps lui dire mais qu'est-ce que vous faites de votre patrimoine ? Donc, il faut être un petit peu logique et se dire que si on veut que des entreprises, elles puissent conserver du patrimoine, y compris en changeant l'utilisation de ce patrimoine, justement pour conserver le patrimoine, c'est pas en leur donnant des obligations à ces mêmes entreprises dans une logique économique, qu'il faut qu'on se pose la question. Chaque citoyen connaît ses élus, et donc on peut effectivement en tant que citoyen dire à nos élus il y a un certain nombre de choses effectivement qu'on voudrait voir conservées, mais dans quelles conditions on le fait. Donc je pense que aujourd'hui on est mal placé tous autant qu'on est pour taper sur la SNCF. Hein, il faut vraiment qu'on se pose la question si on veut savoir comment on va. Soit on reprend ce patrimoine sous une forme ou sous une autre, mais dire c'est de la responsabilité de la SNCF, moi je comprends pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être citoyen en France et avoir soutenu ou avoir accepté des politiques libérales depuis 1983, et puis d'un seul coup découvrir que parce que ça nous toucherait à Nevers, il faudrait que la SNCF sauvegarde. Donc je pense qu'il faut qu'on aille réfléchir sur des politiques beaucoup plus larges et ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'on veut de notre société. Merci beaucoup pour cet avis équilibré. Enfin, je pense que c'est très utile. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, la SNCF n'a pas voulu venir s'exprimer, n'a pas voulu partager avec nous, les citoyens ou les élus, ces explications économiques pour pourquoi ils veulent raser ce site ou modifier ce site. Ils étaient invités, hein, et puis, je crois, Evelyne est là. On a essayé d'avoir des gens en refus. Alors, cette absence d'échange et de collaboration, c'est ça qui est vraiment regrettable, parce que ça permettrait de mieux comprendre l'ensemble du dossier. J'ai une question par rapport au patrimoine naturel. On n'a pas vu de proposition d'aménagement paysager de ces rotondes. Pourquoi pas un parc, quelque chose qui soit dans la tendance paysagère et non pas dans seulement le bâtiment, en gardant toute une structure légère, mais en dessous, je sais pas, une serre ou quelque chose de beaucoup plus naturel. On l'a vu peut-être avec Laon ou Glauqueland, il y a des lieux où la nature ça, c'est la nature, spontanément ses droits, mais effectivement, ça fait partie de l'urbanisme de nos jours. Et ce que moi je trouve qui est vraiment passionnant avec la rotonde de Nevers, c'est que c'est un terrain
de réflexion et d'expérimentation, notamment pour des jeunes architectes dans les écoles. Vous leur donnez ça, qu'est-ce que vous faites? Et là, il y aura, je pense, obligatoirement des propositions qui vont dans votre sens. On va créer des jardins, etc. On l'a fait un tout petit peu près de la gare de l'Est, en fait. On a créé des jardins dans un ancien bâtiment qui est... C'est cela, en fait, c'est un bâtiment charpente en chède où on a créé, à côté de l'auberge de jeunesse, c'est la... J'ai oublié le nom pour l'instant, mais effectivement, ce sont des lieux qui pourraient très bien s'apprêter pour ce type d'usage. Bonjour, je tiens simplement à signaler que vous évoquiez des étudiants qui peuvent se questionner, et le hasard fait bien les choses, puisqu'il y a une école de design sur Nevers, avec des étudiants qui demandent qu'à une seule chose, c'est se poser des questions sur ce genre de bâtiment. Oui, je voulais juste évoquer un autre souci qui va nous menacer, qui va menacer le patrimoine ferroviaire dans les décennies qui viennent. Alors on a un petit peu tapé sur la SNCF, je voudrais un petit peu taper sur Réseau Ferré de France, enfin qui s'appelle plus comme ça, mais enfin peu importe. Il se trouve que je travaille sur l'histoire du viaduc ferroviaire de Nevers en ce moment. Et je suis tombé sur un bilan rapport de R2F, Réseau Ferré, de 2014, où on lit des choses assez étonnantes. Il y a un développement un petit peu ubuesque sur le fait que les ponts métalliques sont en train de se déliter tout doucement, etc. Alors évidemment, R2F ne fait absolument aucun travail de maintenance sur ce patrimoine. Le viaduc de Nevers, pour mémoire, c'est 1850. C'est un pont métallique qui est vraiment pionnier. On est 40 ans, pratiquement avant Garabi, avant la Tour Eiffel, etc. C'est aussi le savoir-faire des ateliers de Fourchambault, de Torteron, etc. Enfin bref. Et on lit que, à la fin de ce rapport, des phrases comme « À la fin de se prémunir des risques de fermeture intempestive des lignes, le principe de remplacement systématique de la majorité des ponts métalliques anciens sur les lignes principales est en œuvre. » C'est pas moi qui l'écris, c'est monsieur RFF. Ceci s'applique aux ouvrages de plus de 30 mètres de portée pour lesquels la solution de remplacement d'urgence par tablier auxiliaire est impossible. Et ça se termine par cette espèce de vers un peu poétique qui nous dit « 580 ponts métalliques doivent ainsi être remplacés avant 2035 ». Voilà. Donc, j'espère que la publication que je prépare ouvrira un petit peu les yeux des élus, du ministère, etc. sur... alors on parlait tout à l'heure des problèmes d'inscription MH avec un projet ou sans projet. Là, le projet, c'est simplement de continuer à faire vivre un morceau du patrimoine. On est à l'autre bout de l'histoire ferroviaire de Nevers et de Vosel. C'est le premier franchissement de la Loire, etc. Enfin bref. Donc voilà... si on sauve la rotonde, j'espère que le pont ne sera pas remplacé par un machin en béton avant que... Voilà. Donc, méfiance. En passant, je me permets de signaler un article sur ce pont paru dans notre numéro ferroviaire de la revue du SILAC et qui fait le lien entre ce pont et un dessin du peintre Bonhomé qui a récemment été acquis par le musée de faïence de la ville de Nevers, qui représente et qui montre, voilà, très bien. Ceci dit, moi j'étais récemment à Garabi, qui est candidat pour une inscription UNESCO, alors qui est le top du top en termes de reconnaissance patrimoniale, une campagne internationale avec les métalliques de la fin du 19e siècle, comme les ponts de Eiffel ou comme Viau, peuvent être inscrits à UNESCO. Et pour cela, il faut que ces viaducs soient protégés au plus haut niveau de la
dans la législation française pour mériter le titre UNESCO. Et donc, Garabi vient d'être classé monument historique, je l'ai dit tout à l'heure, Viaux aussi. Et lors de la visite, il y avait des ingénieurs de la SNCF qui ont raconté leur travail incessant d'entretien de ce viaduc pour qu'elle ne présente pas de risque pour les voyageurs, parce que c'est un viaduc encore en usage, et donc un entretien mais permanent. Et moi, je me serais dit que d'après ce que vous lisez, on a l'impression que RFF ou son successeur laisse tomber ces ponts. Je pense que ce n'est pas vrai. La SNCF est obligée d'entretenir ses moyens de transport. Vous imaginez un peu un pont qui s'écroule avec des passages. Non, ce n'est pas envisageable. Je pense qu'il y a un problème là. Allez voir l'état du viaduc de Nevers actuellement. Je compte le faire demain. Oui. Sauf que j'espérais peut-être visiter la rotonde. Je ne sais pas, c'est peut-être plus difficile. Hein. Oui. Oui. Ça marche là ? Oui. Concernant le viaduc à Nevers, effectivement, il était de 1850. Mais suite au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les arches, sauf une, ont été refaites en acier. À l'origine, elles étaient en fonte, et la seule qui reste en fonte, c'est celle qui est le plus proche de la ville. D'ailleurs, il y a encore la plaque qu'on peut lire, le nom de l'entreprise, je crois que c'est Bouygues, je ne suis pas sûr, à Torteron. Et quand on les regarde de près, effectivement, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes. De loin, on croit que ce sont les mêmes, c'était refait à peu près à l'identique, mais en fait, non. Et elles sont toutes en acier, sauf celle qui est le plus proche de la ville, qui est en fonte, qui est d'origine. On voit bien d'ailleurs, quand on regarde précisément les arches, effectivement, ce que le monsieur vient de dire, c'est exactement ça. Les nouvelles arches qui ont été construites donc après 44, enfin une en 41 et puis les autres en 44-46, elles sont en acier riveté, hein, donc on voit bien les rivets. Hein. Ça ne change rien au problème d'une éventuelle protection. C'est un peu le problème des cathédrales bricolées, entre guillemets, par Viollet-le-Duc, etc. C'est la même histoire. Alors, je voudrais savoir s'il y a des contraintes de dépollution pour la rotonde de Nevers, à amiante et compagnie. Alors, amiante, non, il n'y en a pas du tout dans cette partie-là. Et dépollution, si on lui garde son utilisation entre guillemets ferroviaire et muséologique, on n'a pas de contraintes dessus. Par contre, si on construisait sur le site d'autres constructions, c'était d'ailleurs le cas avec l'atelier Terre à l'époque, là effectivement il faut dépolluer le site et il est pollué quand même sur une belle profondeur, pour avoir fait les études. Donc. Mais on n'a pas ces contraintes-là. J'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous éclairer juridiquement sur l'inscription et le classement ? Parce qu'apparemment, c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes, mais qui ne concernent pas trop le patrimoine ferroviaire. Pour un particulier, les deux mesures de protection au titre des monuments historiques ont la même ambition, de garder le patrimoine pour les générations à venir. La différence est en termes de qui signe l'arrêté. Le classement, c'est en principe le ministre, après consultation de la Commission nationale. L'inscription, depuis les années 80, c'est au niveau du préfet de région. L'autre différence, c'est en termes des financements pour les travaux de restauration auxquels peuvent prétendre les propriétaires, qui sont à un certain niveau, je crois que c'est jusqu'à 30% pour l'inscription et davantage pour le classement. Ça n'intéresse pas la SNCF, qui ne touche aucune subvention du ministère de la Culture pour la restauration de ses propres biens. Ça, c'est une décision de Valéry Giscard d'Estaing en Conseil des ministres en, je ne sais pas, 1984, je crois, où les services de l'État, le ministère des Transports, qui ont un patrimoine protégé MH, doivent l'entretenir, ce patrimoine, sur ses propres fonds. Et ça a notamment posé des problèmes avec la rotonde de Chambéry, dont la restauration de la coupole a coûté très très cher, mais entièrement financée par la SNCF. Hein. Donc voilà un tout petit peu la différence inscription et classement. Grosso modo, il y a
44 000 monuments historiques en France, un tiers sont classés et les 2 tiers sont inscrits. Mais autrement, nous, au ministère, quand on parlait, on disait toujours protéger au titre des monuments historiques, car la confusion qui fait le public entre inscrit et classé n'a pas trop d'importance. Hein. Alors j'ai 2 questions un peu naïves, pardonnez-moi d'avance. La première chose, c'est au-delà du tabula rasa, au-delà de la destruction, est-ce qu'à l'heure actuelle, la SNCF a un projet sur le terrain, ou simplement on rase et rien n'a été mis sur la table? Première question. Et deuxième question, existe-t-il des cas où la SNCF s'est séparée d'un bien immobilier, peut-être pour le franc symbolique, au bénéfice d'une association, au bénéfice d'un collectif? Voilà, existe-t-il des cas, puisqu'apparemment il y avait un problème de coûts, d'entretien, d'impôts dont la SNCF veut se débarrasser, mais existe-t-il des cas où il y a une entente qui a été trouvée sur un terrain, sur un bâtiment, au bénéfice, par exemple, d'une association? Je suis désolé, je l'ignore. Alors, sur le site de Nevers, la SNCF elle n'a pas d'autre projet que de raser la rotonde. C'est simple. Pour vendre le terrain. Il y a d'autres établissements, effectivement, en France où ils veulent raser des dépôts, mais c'est pour refaire une nouvelle infrastructure, pour, comme vous disiez tout à l'heure, accueillir des automotrices beaucoup plus longues, du matériel plus moderne. Mais sur Nevers, il n'y a aucun projet côté SNCF. C'est simplement pour économiser les frais d'entretien. Voilà, voilà. Et ils n'ont pas le projet de vendre le terrain pour... À notre connaissance, non. Et puis ça paraît difficile, surtout après ce que je viens de dire au niveau de la pollution des sols. Et pour répondre à la deuxième question, moi j'ai en mémoire la SNCF qui a vendu, entre guillemets, le franc symbolique, l'ancienne ligne de la Bastille, de Paris-Bastille jusqu'au bois de Vincennes, qu'il a vendu le franc symbolique à l'époque à la mairie de Paris, dont Jacques Chirac était le maire, et la SNCF l'a cédé pour le franc symbolique. Mais c'est à ma connaissance le seul endroit. Qui est un très bel exemple de reconversion du patrimoine ferroviaire. Voilà. C'est devenu l'arcade des artistes. Enfin, voilà. C'est très réussi. Une promenade urbaine très agréable. Après, effectivement, on l'abordait dans ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, mais il y a un cas en ce moment qui est en cours de traitement, c'est le dépôt de Montluçon. Le dépôt de Montluçon, comme vous l'avez montré tout à l'heure, il a été cédé, enfin, en gestion seulement, à une association qui a été montée, mais la propriété, pour l'instant, c'est la SNCF qui est toujours propriétaire. Depuis 2009, ils sont pour parler avec la ville de Montluçon qui veut se porter acquéreur, et la ville de Montluçon veut le mettre après en gestion à l'association. Et donc depuis 2009, ils sont encore en négociation entre la SNCF et la ville de Montluçon. Votre question, je vais poser j'ai une collègue qui travaille au service patrimoine de la SNCF, Marie-Noël Polino. Vous connaissez peut-être son nom, elle est une cheville ouvrière de l'association Rail et Histoire. Et elle a une réponse peut-être à cette question d'une générosité immobilière de la SNCF. Hein.